Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission The Expert Talk. Cette émission est réalisée à distance à cause de la situation sanitaire et nous recevons aujourd'hui Ayman Sheragi. Ayman, bienvenue. Il est difficile de présenter toutes tes casquettes. Tu es d'abord expert des questions de la société civile, de la jeunesse et de la politique, notamment au Maroc. Tu es professeur et consultant en économie et en ressources humaines. Tu es aussi, depuis plusieurs années, chroniqueur et modérateur sur télé et radio. Et tu es, depuis récemment, host de l'émission Maghreb Fi Usbour. Est-ce que cette nouvelle casquette est un aboutissement de tes centres d'intérêt, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est quelque chose qui est venu, je dirais, au mode surprise. Ça fait des années que je suis dans la formation, dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile, que je m'intéresse à la chose publique, à la chose politique, que je suis également dans l'enseignement. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion d'expérimenter le monde médiatique autrement. C'est vrai que ça fait des années que je suis l'invité de quelques plateaux radio, télé, notamment sur des sujets liés à mes domaines d'intervention. Mais tout récemment, j'ai eu l'occasion d'animer ma propre émission qui s'appelle Maghreb Fi Usbour sur une chaîne télé privée ici au Maroc. Et je ne dirais pas que c'est un aboutissement, mais je dirais que c'est le démarrage d'un nouveau chapitre. C'est le démarrage d'une nouvelle expérience qui vient s'ajouter au cumul, qui vient s'ajouter à l'ensemble des expériences que j'ai eu la chance de vivre. Donc, c'est juste un nouveau chapitre qui est là et qui me permet également, attention, de creuser encore davantage les secteurs qui m'interpellent. Parce que l'émission, le Maghreb Fi Usbour, je parle également du politique, je parle du social, je parle de l'économique, je parle de l'espace civil des citoyens. Donc, c'est un prolongement de mon action sur le terrain. Maintenant, c'est un prolongement dans le médiatique et également une occasion de faire connaître aux Marocains ce qui se passe autour d'eux dans la scène politique, économique, sociale et associative. Commençons par ce qui a caractérisé l'année 2020, la pandémie de la maladie Covid-19. Quels sont pour toi les points forts qui ont caractérisé la politique nationale marocaine de lutte contre cette pandémie et quels sont les aspects qui auraient pu être mieux gérés? C'est une année qui a, à mon avis, basculé le Maroc vers l'accélération de son grand chantier stratégique qui est celui de la régionalisation avancée. Je pense que l'un des bienfaits de la pandémie, c'est que le système de gestion locale s'est mieux rodé à travers justement les comités de veille provinciaux, les comités de veille régionaux, où on a vu que presque chaque province a été gérée principalement par soit le préfet, ou bien le Bécha, ou bien le Weli, ou bien le Amel, comme on dit, en collaboration avec les conseils élus. Donc, et on a vu que parfois dans la même région, certaines provinces avaient appliqué des mesures restrictives lourdes, d'autres beaucoup plus assouplies, et cela dans une démarche de discrétion autonome où chaque province a eu la liberté de décider pour lui-même selon l'état sanitaire et l'état épidémique qui existe. Donc, je pense que c'est l'un des bienfaits de la pandémie. C'est que le système de la régionalisation avancée s'est accéléré et le Maroc a été dispatché en plusieurs clusters, en plusieurs districts, où chaque district a appliqué ses propres mesures préventives et a pris ses propres décisions en termes de gestion de la chose locale. Et c'est une excellente chose pour le futur, pour le déploiement de la régionalisation avancée à une échelle beaucoup plus grande. Les défis, à mon avis, qui ont rencontré le chemin du décideur public et du citoyen en général, c'était le défaut de communication, où certaines décisions avaient été prises euh, d'une manière trop hâtive ou d'une manière ambiguë ou d'une manière, je dirais, qui aboutissait vers plus d'interrogations que d'affirmations. Et cela, on l'a vu dans le quotidien où des citoyens ne savaient pas exactement ce que les décideurs publics voulaient. Et le décideur public ne comprenait pas pourquoi les citoyens n'étaient pas disciplinés et rigoureux. Et le défaut de communication faisait beaucoup de mal
à la gestion de la pandémie en général. Économiquement, l'économie nationale, et ça, personne ne peut le nier, on a perdu quelques points de croissance. Et d'un point de vue social, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'il y a un élan de solidarité extraordinaire qui a eu lieu, notamment le fonds spécial Covid-19, collecter 33 milliards de dirhams, ce n'est pas une chose aisée, absolument pas. C'est un chiffre faramineux. Et le fait que tout le monde a mis la main dans la poche, citoyens, entreprises publiques, entreprises privées, même Sa Majesté, hein, même les grands acteurs du pays également y ont contribué. C'était un élan de solidarité extraordinaire qui a permis à des millions de ménages d'avoir quand même des revenus. C'est vrai qu'ils étaient modestes, mais quand même, ils leur ont permis de survivre, au moins d'un point de vue alimentation, logement et vêtements durant cette pandémie. Mais d'un point de vue social, l'un, je dirais, des méfaits, c'est qu'on a découvert que le secteur informel est beaucoup plus grand qu'on le croyait, que l'informel représentait plus que le chiffre qu'on avait l'habitude de gargariser auparavant. C'est-à-dire que Il y a eu c'est un chiffre. plus Est-ce qu'il y a eu un chiffre maintenant mis à jour de... officiel, non, mais il y avait des chiffres officieux. Et des chiffres officieux venant même de certains opérateurs publics et décideurs sous anonymat. D'ailleurs, je me rappelle d'une sortie du Walid au Banque El Maghrib devant le Parlement qui avait dit clairement que le Covid, il a montré que l'informel constituait presque aux environs moitié de notre secteur économique et que la moitié des Marocains opéraient ou ils avaient du travail mais d'une manière non déclarée, d'une manière informelle. On croyait aux chiffres auparavant dit qui étaient à peu près de 38, 36 à 38% de l'économie, mais la pandémie a montré que c'est plus que ça. Et d'un point de vue politique, la pandémie, je dirais, euh, a confirmé encore une fois que peut-être les partis politiques au Maroc ne servaient pas à grand-chose en termes de gestion de la chose locale. N'a permis pas aux partis politiques de mieux jouer leur rôle d'encadrement de la société et du citoyen. C'est vrai qu'il y avait les mesures restrictives, etc., mais on n'a pas vu de partis politiques sortir avec des projets, avec des actions sur le terrain pour faciliter la chose aux citoyens, pour mieux leur expliquer ce qui se passe, au moins pour donner un élan de solidarité. Par contre, la société civile était au rendez-vous, et peut-être on aura l'occasion de creuser ça par la suite. Donc, grosso modo, il y a du plus, il y a du moins, il y a du top, il y a du flop, selon chaque critère qu'on discute. Mais en général, je pense que le Maroc a été bien loti que d'autres pays et que nous avons passé la pandémie. Bon, on est toujours plein dedans, mais 2020, en tout cas, la première année de la pandémie, s'est passé, je dirais, kahin kaha, autant bien que mal. Donc en général, on n'était pas désastreux, mais on n'était pas également genre Allemagne, Suède, etc. Mais on n'était pas également excellent. Espérant que l'impact de cette pandémie s'amenuisera en 2021, quelles sont pour toi les perspectives pour cette année? Surtout à un moment où la campagne de vaccination n'a pas encore commencé et que l'on sait qu'il faut 3 à 4 mois en moyenne pour pouvoir atteindre le pourcentage de la population à vacciner que l'on souhaite pour pouvoir revenir à une vie entre guillemets normale. Tout dépend de la campagne de vaccination. Tout dépend de la campagne de vaccination. C'est-à-dire aujourd'hui, même avec l'apparition de ces nouvelles souches de coronavirus qui s'adaptent, qui se métamorphosent, qui, on a vu, sont en train d'apparaître dans plusieurs pays autour de nous. Euh, mais si la campagne de vaccination démarre, quand même, la propagation du virus serait facile à contrôler et à maîtriser. C'est vrai qu'il y a pour l'instant du flou. Il y a plusieurs pays qui ont démarré leur campagne de vaccination, soit avec les vaccins AstraZeneca, soit avec le vaccin Pfizer, soit avec le vaccin même de Sinopharm, le chinois, qu'on attend au Maroc. Mais il y a du report in fine que je suis sûr que le décideur public, il a ses raisons, mais quand même, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de communication là-dessus.
Peut-être que le Maroc a envie de voir comment ça va se passer dans d'autres pays avant d'entamer sa campagne de plein fouet. Mais aujourd'hui, notre système sanitaire ne permet pas un retour à l'activité économique telle qu'on la connaissait auparavant. Et le seul moyen d'aider et de soutenir notre système sanitaire, c'est de démarrer la campagne massive de vaccination. Comme ça, on peut apaiser et alléger les mesures restrictives au fur et à mesure et permettre à des opérateurs économiques soit d'ouvrir parce qu'ils sont actuellement obligés de fermer, soit de prolonger leurs heures de travail et du coup gagner en chiffre d'affaires obtenu durant la journée. Et la campagne de vaccination serait, je dirais, la condition sine qua non d'une reprise économique cette année. Plus elle tarde à voir le jour, plus on perdra du point de croissance. Donc, ils sont intimement liés. Et sur cela, je voudrais que le décideur public devrait prendre la parole, prendre le micro, être devant les caméras et expliquer, et au moins donner de la visibilité à nos opérateurs privés, parce qu'aujourd'hui, nous avons des patrons d'entreprises, nous avons des entreprises, des opérateurs, des entrepreneurs, même indépendants, etc., qui souhaitent voir est-ce qu'ils vont investir ou pas, est-ce qu'ils vont acheter cette machine, ouvrir cette unité de production, tout dépendra de la situation sanitaire. Et du coup, si on démarre la campagne de vaccination, leurs décisions d'investissement, de recrutement, d'exploitation seraient beaucoup plus claires et on pourrait assister à une reprise. Donc, le plus tôt possible, cette campagne de vaccination démarrerait et le mieux, la croissance de cette année serait. Et tu l'as dit, le fonds de soutien a été alimenté par tout le monde, mais principalement par les mastodontes nationales. Et je crois que l'on ne pourrait pas réunir la même quantité de fonds pour d'éventuels soutiens à des familles qui en ont le plus besoin. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, il vaut mieux aller vers le sanitaire et il vaut mieux. Aujourd'hui, l'économique n'a plus rien, n'a plus grand-chose à donner, hein. Attention, même l'État ne peut plus faire d'autres facilités ou bien d'autres solutions de tax relief, comme on dit. Le budget de l'État, il est à la limite de l'asphyxie et du coup, aucun geste fiscal, budgétaire ne peut être accordé. Et également, même en termes de capacité de dons, donc si les entreprises passent à la caisse pour aider dans l'effort national, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le cash est une denrée rare. Et du coup, maintenant, notre seul moyen je dirais, de sauvetage économique, c'est le sauvetage sanitaire, c'est le sauvetage par la campagne de vaccination. C'est le seul moyen qui permettrait aux opérateurs économiques de reprendre l'activité, de réouvrir de business, de lancer de nouveau. C'est le seul moyen. La solution n'est pas économique, la solution est sanitaire. Cela nous amène à nous poser justement la question. Cette pandémie est venue à un moment où on cherchait justement, où on cherche à finaliser notre nouveau modèle de développement. Quels sont pour toi les aspects importants et essentiels que ce nouveau modèle doit comporter pour qu'on soit résilient à toute crise, qu'elle soit économique ou financière, comme il y en a eu il y a quelques années, ou bien des crises sanitaires? Le seul moyen, c'est d'avoir, si on veut parler économie, je démarre avec les trois piliers. Premièrement, économique, une économie nationale basée sur l'effort national avec un peu plus d'exportation que d'importation. C'est-à-dire maintenant le plan d'accélération industrielle 2.0, la nouvelle politique industrielle du Royaume, que l'on attend d'ailleurs, qui est annoncée pour très bientôt, et devrait jouer un rôle important dans ce nouveau modèle de développement. Il faut qu'on aille vers un modèle où les exportations se rapprochent de plus en plus des importations et avoir un équilibre de la balance des paiements qui ferait que nous aurons un plus grand stock de devises internationales, mais également une plus grande marocanisation de nos produits et de nos services. Le Made in Morocco doit primer en avance et avec une plus faible dépendance vis-à-vis du marché international. Sauf bien sûr pour ce qui est high-tech et pour ce qui est énergie, ça bien sûr, mais à mon avis, je pense que tout ce qui est industrie, je dirais légère, même industrie moyenne, agroalimentaire, électroménager simple, je pense qu'il faudrait qu'on s'envole de nos propres ailes là-dessus et ça devrait être l'un des piliers. Et là, lorsqu'on dit ça, c'est encouragement de l'investissement privé, encouragement des entreprises nationales et dans tout ce qui est recherche et développement, défiscalisation
des impôts à payer en fin d'année en fonction du recherche et développement mis dans les coûts d'exploitation. Ça, c'est des mesures qui devraient voir le jour. Maintenant, d'un point de vue social, je pense que la grande orientation stratégique a été donnée par Sa Majesté. C'est la couverture sociale et médicale pour tous les Marocains. Ça, c'est un chantier énorme sur les prochains 5 ans. Et il faudrait que le nouveau modèle de développement prenne ça en considération. Comment faire pour, je dirais qu'il reste à peu près 13-14 millions de Marocains qui devraient être couverts au moins dans les 3 prochaines années au système de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, et par la suite voir avec le système de retraite. Le filet social est important et plus le filet social est grand et résistant, plus on serait beaucoup plus résilient. C'est le mot d'ailleurs que tu as utilisé, tu as très bien choisi ce mot. Plus on serait résilient par rapport à d'autres catastrophes futures qui pourraient venir, soit un retour de la pandémie, qui sait, hein, le coronavirus aujourd'hui, on l'a vu, hein, même après une année, c'est de nouvelles souches qui apparaissent, le virus est également résistant et on devrait être également aussi résistant et résilient que le virus lui-même pour gagner le combat à long terme. Donc, le filet social est important et un Marocain, au moins l'équipe d'un point de vue social et sanitaire, serait également une force de travail beaucoup plus forte et garantir à ces gens de pouvoir accéder aux médicaments, aux soins, mais également aux services sociaux de base avec un minimum de cotisation, mais un maximum de couverture. Et pour cela, bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'axe précédent, combattre l'informel, et formaliser l'informel et ramener plus d'informel dans le formel. C'est plus de recettes pour l'État, mais également c'est plus de bases de cotisation pour le nouveau système social. Et c'est ça aujourd'hui les grands chantiers du nouveau modèle de développement, à mon avis. Parce que tout ce qui est par rapport à la culture, par rapport je dirais, aux politiques, par exemple, je ne sais pas, sport, artisanat, etc. C'est des secteurs, mais qui ne sont pas très, très, très impactants par rapport à l'économie en général. Donc, le doigt doit être mis sur l'industrie, sur le tourisme et également sur le service et surtout les services destinés à l'étranger qui font ramener de la devise au Maroc. Ça devrait être les grands piliers du nouveau modèle de développement. Et il faut être smart. Attention, il ne faut pas aller vers du stratégique au stratégique, genre des agendas qui n'ont absolument aucun sens. Je me rappelle l'Union africaine a un agenda qui s'appelle l'agenda Afrique 2063. Et j'ai toujours pensé que ce chiffre est un peu tiré par les cheveux. Une stratégie qui gagne, c'est une stratégie qui est sur les 5-6 prochaines années. C'est-à-dire même pour le nouveau modèle de développement, on devrait être dans une version bêta pour les 5 prochaines années. Et si ça donne des résultats, on peut aller vers une refonte et une stratégie beaucoup plus à long terme. Mais maintenant, tant qu'on expérimente, il faudrait vraiment être dans des élans de 5 à 6 ans, grand max. Passons à un aspect qui te tient à cœur, Ayman, la jeunesse. La jeunesse est un pilier du modèle de développement. Et quelques mois avant le début de la pandémie, il y a eu l'adoption au Maroc de la politique intégrée des jeunes. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan de cette politique? Je risque de surprendre, cher ami. La nouvelle politique, je me rappelle, elle a été présentée en mai 2019 par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, Rachid Talbi Alami. Et il n'a présenté que les grandes lignes de ce qu'on appelle la PNIL, la politique nationale intégrée, la PNIJ, la politique nationale intégrée de la jeunesse. Il n'a présenté que les grandes lignes en mai 2019 et il a été adopté dans un conseil de gouvernement, mais le conseil de gouvernement, on ne sait pas s'il a adopté le texte en intégral ou bien s'il a adopté également que les grandes lignes et grandes orientations. Depuis, cette nouvelle politique est restée prisonnière des tiroirs du ministère de la Jeunesse et des Sports. Rachid Talbi Alami est parti, Ousmane El Firdaous est venu. Ousmane El Firdaous avec un focus beaucoup plus sur la culture que sur la jeunesse et sur le sport. D'ailleurs, depuis qu'il est en fonction, les chantiers qu'il a ouverts, c'est plutôt l'aide et les subventions à la presse écrite, à la presse audiovisuelle, aux artistes, à la culture. Donc, il est resté dans le monde de l'édition, du journalisme et de la culture et n'a presque pas encore touché le domaine de la jeunesse et celui du sport. Donc, aujourd'hui, à ma dernière connaissance, et je suis assez bien informé de l'intérieur, maintenant, cette nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse, elle est toujours dans les tiroirs, rien n'a été appliqué. Et en plus,
j'ai vérifié tout cela en feuilletant le projet de loi de finances 2021. C'est-à-dire que lorsqu'on revient sur les rubriques liées au ministère de la Jeunesse et des Sports, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire dédiée aux engagements de la politique nationale intégrée de la jeunesse. Donc 2021, il n'y aura pas grand-chose à mon avis là-dessus. Et c'est vraiment dommage, vu que des pays sont venus vraiment de loin, et sont lancés leur stratégie nationale. D'ailleurs, c'est un chantier sur lequel j'ai bossé moi-même. J'ai eu l'occasion d'être un conseiller et consultant du ministère de l'État chargé de la jeunesse au Koweït, à l'émirat du Koweït. J'ai bossé sur la stratégie nationale de la jeunesse là-bas et j'ai assisté au démarrage de la stratégie, déploiement de la stratégie et encore mieux, il y a 2 ans, le lancement de leur conseil consultatif de la jeunesse en 2018. Sachant que pour nous au Maroc, c'est un engagement constitutionnel écrit noir sur blanc dans la constitution de 2011. Et 10 ans après, le Majlis Istishari al-Shabab wal-Amal Jamaoui n'a pas encore vu le jour. Le Koweït, ils ont statué sur ça en 2016. 2018, le conseil a vu le jour. Le Soudan également, ils ont leur propre conseil, leur propre stratégie nationale appliquée, chartée, validée. Et là, je serai rassuré par rapport à la politique nationale intégrée de la jeunesse à partir du moment où il va atterrir sur le bureau d'un conseil de ministres et qu'il va être validé là-dedans et du coup considéré comme une stratégie nationale immuable et valide qui a force d'exécution sur tous les ministères de la place. Le Maroc, aujourd'hui, je peux le dire, مفرط بزاف واكل الحق ديال la jeunesse de ce pays. Aujourd'hui, les efforts ministériels sont des efforts qui touchent à gauche et à droite. Attention, lorsqu'on dit service à la jeunesse, l'éducation est un service à la jeunesse. Donc, le ministère de l'Éducation nationale sert les jeunes. Le département de la formation professionnelle, donc l'OFPPT, donne un service à la jeunesse. L'ANAPEC donne un service à la jeunesse. L'INDH, dans le financement des projets portés par les jeunes, donne un service à la jeunesse. Le ministère de la Solidarité, à travers l'ADS, l'Agence de développement social, donne un service à la jeunesse en finançant et en appuyant des projets de jeunesse. Le ministère de la Santé, en donnant un service de santé aux jeunes, également donne un service à la jeunesse. Et on voit qu'il y a énormément d'efforts déployés de la part de plusieurs ministères, mais qui sont compartimentalisés, qui ne sont pas homogènes. Et chaque ministère fait et déploie sa propre stratégie là-dessus. Mais il faudrait qu'il y ait un fil conducteur pour définir un jeune, lui donner certains droits, lui donner certains acquis et coordonner l'effort national pour les jeunes. C'est ça aujourd'hui la philosophie d'une stratégie nationale. Coordonner l'effort national pour les jeunes. La définition d'un jeune dans l'ancienne stratégie nationale de la jeunesse au Maroc, c'était 15-29 ans. Là, pour la nouvelle politique, je pense qu'ils ont gardé la même catégorisation, mais ça tarde franchement à voir le jour. Et le conseil consultatif également de la jeunesse et de la société civile devrait voir le jour très prochainement. Nous sommes en train de perdre du temps précieux. Et si on ne définit pas ce qu'on veut de notre jeunesse et si on ne définit pas ce qu'ils peuvent nous offrir dans ce nouveau modèle de développement, je pense qu'on aurait raté et qu'on aurait mis, je ne dirais pas à la marge, mais qu'on aurait sous-exploité le potentiel d'à peu près 23 à 24% de la population nationale. Presque le quart de la population nationale serait sans vision, sans planification stratégique pour les inclure de plein droit dans le nouveau modèle de développement. Et ça, c'est l'un des chantiers sur lesquels le Maroc a pris un retard flagrant par rapport à des pays similaires dans la région MENA et par rapport au reste des pays du monde. On associe souvent la jeunesse à la société civile, même si c'est plutôt la jeunesse d'esprit que la jeunesse par tranche d'âge dont on a parlé il y a quelques instants. Par rapport au nombre d'entités qui existent au Maroc, est-ce que la société civile contribue suffisamment au développement du Maroc? Parce que justement, il n'y a pas une politique nationale là-dessus. Je donnerai un exemple. Il y a le Maroc également du retard flagrant par rapport à la question du volontariat. Il n'y a pas une loi sur le volontariat, ou Qanoun del Tatawwu'. C'est-à-dire c'est une loi qui devrait permettre de définir qu'est-ce que c'est que le bénévolat,
de définir qu'est-ce que c'est que le volontariat, de mieux cerner le champ de ces deux concepts et utiliser justement ces deux formes je dirais, de capacité à donner d'un humain pour soit les organisations de la société civile ou soit à titre individuel. La loi sur le bénévolat ou sur le volontariat permettrait d'encadrer l'action des organisations de la société civile, de leur accorder une plus grande souplesse et une marge de manœuvre également par rapport aux institutions de la place, et également d'aller taper à la porte de bailleurs de fonds nationaux et internationaux. C'est-à-dire que cette loi sur le bénévolat et le volontariat donnerait un minimum de structuration à l'action des ONG. Aujourd'hui, les ONG au Maroc sont gérées par un daher et une loi qui remonte aux aubes de l'indépendance. Et même s'ils sont nombreux au Maroc, d'ailleurs tu l'as bien dit, il y a une forte présence. D'ailleurs, le dernier chiffre en question, il a été donné par le ministre chargé des droits de l'homme et des relations avec la société civile, avec le Parlement, Mustafa Rahmed, en mars, je me rappelle très bien, juste quelques jours avant le début du confinement, dans le cadre des prix, le grand prix de la société civile au Maroc. Il avait précisé qu'aujourd'hui, le nombre des associations au Maroc qui sont autorisées à faire des activités donc, qui ont ce qu'on appelle le wasl, le muaqqat ou le nihai, le récépissé. Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 200 000 associations. Donc, 200 000 jam'iyya qui est le Maghreb. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils participent suffisamment à l'effort national et au développement national? Je dirais que non, parce que tout simplement, faute de moyens et faute de ressources financières. D'ailleurs, parmi les 200 000 associations, ils ne sont que 233. فقط 233 من أصل 200 ألف فقط هم اللي عندهم الصفات ديال المنفعة العامة ou ils sont reconnus d'utilité publique et du coup ils peuvent faire appel à la charité publique et collecter des dons massivement. الجمعيات الأخرى je ne pense pas qu'ils seraient la moitié. D'ailleurs, dernier chiffre, je me rappelle, il y avait un responsable de la CNSS dans le cadre d'une conférence qui avait donné un chiffre sur les associations employeurs, c'est-à-dire associations qui emploient des salariés et qui déclarent leurs salariés à la CNSS. Du coup, ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir payer des salaires. Et le nombre des associations qui sont déclarées comme employeurs au niveau de la CNSS, ça ne dépasse pas les 20 000 associations. Donc, entre 20 000 et 200 000, donc nous avons à peu près 180 000 associations, je pense, qui ne participent pas au développement national. Parce qu'attention, qui dit développement national, c'est la capacité tout d'abord de générer de l'emploi, donc générer de l'emploi, générer des salaires, générer également des cotisations et des impôts pour l'État, soit l'impôt sur le revenu ou les cotisations sociales minimales, les organismes de prévoyance sociale, et également générer de l'impact. Et générer de l'impact requiert de l'argent. Les minah ou les grants ou les petites enveloppes de soutien aux ONG, soit ministériels, soit de la part du conseil régionaux, provinciaux et locaux, ce sont des montants, je dirais, dérisoires qui ne peuvent pas aboutir vers de l'impact. Il y a l'INDH qui reste un grand pourvoyeur qui donne des fonds conséquents. Et avec la troisième phase, je pense que l'action d'elle s'est métamorphosée. J'espère qu'elle donnera des solutions. Mais l'accès au financement étranger reste quand même limité. Et la raison principale, c'est le manque d'expertise des ONG nationales dans la démarche de lever des fonds à l'international ou à travers des acteurs étrangers qui sont ici au Maroc. Donc, qui dit permettre à la société civile de participer au développement du pays, et dit tout simplement permettre aux ONG de lever des fonds d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus systématique, beaucoup plus régulée, afin que leur projet soit beaucoup plus impactant. Il n'y a pas d'impact sans argent, il n'y a pas d'impact sans moyens financiers, moyens humains. Les moyens humains, c'est l'argent qui peut les ramener. Et du coup, toujours, on revient à l'action du pognon, qui est à mon avis très important pour permettre aux ONG de participer à l'effort collectif de développement. En 2011, il y a eu un regain d'intérêt pour
la politique en général. Est-ce que tu partages l'impression que depuis quelques années, disons-le depuis le gouvernement Othmani, et surtout à cause de la latence a priori de la transition avec le gouvernement qui l'a précédé, l'impression que l'intérêt général pour la politique a chuté, de même que l'engagement politique chez les jeunes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un constat partagé aujourd'hui par les partis politiques eux-mêmes, les organisations de la société civile, les médias, l'observateur lambda. Euh, ce, je dirais, pas un retour en arrière, mais ça ne va pas également jusqu'au dégoût, mais quand même, c'est une fuite en avant par rapport à la scène politique qui ne fait qu'accumuler certaines frustrations, surtout à partir de 2011 et jusqu'à aujourd'hui, soit une frustration par rapport aux vraies capacités de l'acteur politique, surtout l'acteur partisan, pour être beaucoup plus précis. Certaines interrogations par rapport à sa capacité à être un acteur de changement dans un système, je dirais, multimodal et multicanal dans l'action politique elle-même. Il y a plusieurs intervenants au Maroc dans la chose politique et publique. L'Ahzab Siyasiyya et les partis politiques ne sont qu'une partie intégrante de ce système politique en place. Et je pense que les partis politiques, depuis des années, ont montré leur incapacité à pouvoir relever des défauts, les défis de développement. Maintenant, tout récemment, d'ailleurs, on en parle, le numéro de ce week-end d'un grand quotidien de la place. Ils ont fait une enquête scientifique et sérieuse avec un cabinet d'études sur les intentions de vote en 2021. Et attention, les résultats risquent de déplaire. Peut-être qu'on s'acheminera vers un taux d'abstention record qui dépasse de loin le taux d'abstention de 2015 et de 2016, qui peut-être même dépasserait le taux d'abstention en 2007. Attention, qui était catastrophique. Aujourd'hui, le renouveau politique ne peut venir qu'à travers une nouvelle offre politique. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des NES qui disent que on en a beaucoup. Non, je trouve qu'on en a peu. Et je trouve que 36 partis politiques au Maroc pour 36 millions de Marocains, c'est peu. Un parti pour chaque million d'habitants, ce n'est pas un grand ratio. Parce que 1 million de personnes, très difficile de voir des personnes, 1 million de personnes qui partagent les mêmes valeurs, le même constat et les mêmes aspirations socio-politico-économiques. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle offre. En plus, sur les 36 aujourd'hui ou la 37 sur la place, il n'y a vraiment que 22, 23 qui se prêtent au jeu des élections, qui sont capables de couvrir un minimum de circonscriptions électorales. Nous avons besoin d'une nouvelle offre politique. Soit des partis ex nihilo, qui vont voir le jour dans les 12, 24, 36 mois à venir, soit une refonte ou bien une prise de pouvoir, ou bien carrément, pour emprunter le jargon business, et OPA sur un parti politique existant, feignant, et le remodeler ou le faire revivre avec de nouveaux talents et une nouvelle jeunesse, etc. On a besoin d'une nouvelle offre politique, et cette offre politique ne peut être que jeune, ne peut être que plus ouverte d'esprit, ne peut être que consciente par rapport aux enjeux aujourd'hui qui attendent le Maroc, les enjeux diplomatiques et politiques et sociaux. Si aucune offre politique ne voit le jour après 2021, c'est-à-dire après les élections, je pense que le Maroc serait très mal loti par rapport aux prochaines années à venir. Nous avons un très beau effort national diplomatique, et on reviendrait là-dessus pour parler un peu de la diplomatie, mais je pense que la stratégie nationale vis-à-vis de l'extérieur du royaume est très bien coordonnée, très bien faite, très bien implémentée par rapport donc notre organisation du Maroc vis-à-vis de l'étranger impec, rien à dire, mais notre organisation interne vis-à-vis du Maroc de l'intérieur,
c'est-à-dire la gestion de notre système politique, elle laisse un peu à désirer. Le dynamisme international, le dynamisme extérieur diplomatique du Maroc n'a rien à voir avec le dynamisme, je dirais plutôt le laxisme intérieur, le laxisme politique, l'attentisme politique dans lequel nous régnons. Il y a du changement à l'extérieur qui est en train de voir le jour, mais le changement de l'intérieur, il ne donne pas, en tout cas, des signes précurseurs ou des signes ou des signaux, je dirais, futurs quant à une reprise ou à une amélioration de la situation. Donc, vivement l'apparition d'une nouvelle offre politique au Royaume. Dans ce contexte des structures politiques que l'on a au Maroc, est-ce que la polarisation, je parle de regroupement politique, et je ne parle pas forcément de la polarisation à deux pôles comme ça l'est principalement aux États-Unis, mais une polarisation quatre cinq pôles par regroupement idéologique ou par fondement de vision et d'orientation, cette polarisation, est-ce qu'elle contribuerait à l'amélioration du visage politique et même de l'intérêt pour les élections au Maroc? Je pense que, franchement, tout dépendrait non pas de la polarisation des partis politiques, mais plutôt parce que, attention, les partis politiques, ils se concentrent ou ils s'organisent en pôle collectif. Dans quelle mesure? C'est pour pouvoir avoir plus d'impact dans les élections. Maintenant, si derrière le découpage électoral et la loi électorale, le code électoral, comme on l'appelle, s'il reste tel qu'il est, cela ne favoriserait absolument pas une tendance à la concentration et une tendance à la polarisation. Parce qu'attention, la polarisation est une stratégie de survie politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un parti politique, je sais que devant la configuration politique actuelle, je n'ai aucune chance dans le jeu des élections, et du coup, je m'adosse à un parti de la place pour pouvoir bénéficier d'une plus grande synergie et du coup d'un plus grand résultat en termes de voix. Maintenant, si les négociations entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur aboutissent vers un découpage électoral, un code électoral où l'on va augmenter les seuils, où l'on va redéfinir le découpage, où les partis politiques, par exemple, aujourd'hui, le Maroc est divisé en 92 circonscriptions électorales. Donc, si l'on réduit ce nombre, par exemple, à 74 ou à 75, cela ferait une sorte que des partis politiques petits auraient moins je dirais, de motivation pour aller vers la concentration. Parce qu'avant, c'est impossible de 92 daïra intikhabiyya, mais aujourd'hui, oui, je peux couvrir 75. Et là, par exemple 125 ou la 130 circonscriptions électorales, il y a des petits partis qui vont dire que impossible, hors de question que je puisse présenter des listes dans les 130 circonscriptions. Du coup, il faudrait que je rejoigne une dynamique existante, ou là que je m'adosse à un parti ou qu'on présente une coalition avec une liste collective où l'on a les militants des trois partis pour pouvoir couvrir l'ensemble. Donc, je répète, la polarisation n'est pas une fin en soi, c'est une stratégie pour réussir la fin en soi qui est gagner plus de sièges et gagner plus de votes lors des élections. Donc, tout dépend des négociations entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cet aspect du code électoral et de comment les élections sont structurées, organisées, est-ce que c'est ce qui manque aux partis politiques pour avoir plus de pertinence, in fine, après les élections? Parce que tous les partis présentent des programmes très intéressants de par leur électorat respectif. Mais in fine, aux élections, pour justement question de coalition, tout est dilué en fin de compte. Je pense que c'est plutôt la faute des partis politiques. Parce que, comme on dit, donc, par rapport à l'offre idéologique et à l'offre politique et à l'offre en termes de programmes électoraux, attention,
on ne peut pas demander à quelqu'un de donner plus qu'il est en mesure de donner. Et les partis politiques manquent de ressources, manquent de moyens, manquent de facteurs humains pour réussir ces défis du futur. C'est-à-dire que si l'offre idéologique n'est pas présente, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de générateurs d'idées à l'intérieur de partis politiques. S'il y a une carence en termes de nouvelles solutions économiques, c'est que le parti possède très peu d'économistes. S'il y a une carence en termes d'offres de droits et d'offres de textes de loi et d'offres, par exemple, d'approches humaines et d'approches que c'est qu'il y a très peu de personnes de droit à l'intérieur de partis politiques. S'il y a une faible conscience par rapport aux questions des jeunes et le défi de les inclure dans le développement du pays, c'est que tout simplement, le parti est beaucoup plus senior qu'un peu, je dirais, junior. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'incapacité des partis politiques à générer un nouveau spectre d'action et une nouvelle manière de faire les choses qui les handicape beaucoup plus que le découpage électoral ou bien le système électoral en place également. Là, lorsqu'on a soulevé le point précédent, c'était par rapport aujourd'hui à la technicité de la chose. Maintenant, si on vient de l'intérieur, beaucoup de partis politiques ne sont pas outillés du tout pour pouvoir relever les défis de ce nouveau modèle de développement et relever les défis du Maroc de demain. Il y a un tel déphasage que les acteurs politiques, je dirais, nommés ou bien les acteurs politiques de fait sont beaucoup plus performants que les acteurs politiques élus issus des élections. Et cela vient beaucoup plus de la faiblesse intérieure de ces acteurs politiques élus que d'autres choses. Donc, une vraie remise en cause et une vraie professionnalisation du travail politique d'interne, de l'intérieur, devrait voir le jour. Pour clôturer l'année 2020 en beauté, même s'il y avait la pandémie, il n'y a pas mieux que la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara, surtout de par son positionnement au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité et de la scène internationale en général. Est-ce que l'accord tripartite Maroc, USA, Israël vient compléter cette moisson diplomatique pour le Maroc en 2020? Bien sûr que c'est un accord positif et bien sûr que c'est un point tournant dans l'effort, je dirais, diplomatique du Royaume pour l'instauration effective de l'intérieur de la communauté internationale par rapport à la marocanité du Sahara. Attention, un accord tripartite, c'était quelque chose de smart et d'intéressant. Parce que c'est un accord qui lie le Maroc, les États-Unis, mais également Israël. Un accord tripartite, parmi les plus grands, en droit international, parmi les plus grands avantages d'un accord tripartite, c'est que le désistement d'une partie ne peut faire tomber l'accord parce qu'il y a deux autres parties qui y tiennent fortement. C'est-à-dire aujourd'hui, et en plus, c'est un point de dissuasion en vue de ne pas désister facilement, parce que, attention, je n'ai pas un accord avec un pays, mais avec deux pays. Supposons, par exemple, que la nouvelle équipe de la Maison-Blanche, que l'équipe Biden, par exemple, décide de revenir sur toutes les décisions et tous les décrets présidentiels de l'ancien président Trump, on peut arriver sur tout ce qui est bilatéral, il peut être revu, mais tout ce qui est multilatéral, il y a quand même une certaine prudence qui devrait avoir lieu. L'équipe de Biden, à mon avis, ne risque pas de se désister de cet accord tripartite. Attention, parce qu'il y a Israël de l'autre côté. Sortir de cet accord et retirer la déclaration officielle et de la marocanité du Sahara, c'est également un point qui touche, attention, Israël et la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Donc, il y a l'intérêt de trois pays à l'intérieur et non pas de deux pays. C'est pourquoi je pense personnellement que
la nouvelle administration américaine ne risque pas de toucher, ne risque pas de revenir en arrière par rapport à l'engagement qu'elle ait pris. D'ailleurs, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que l'administration américaine a pris et plein dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara, pas uniquement de la part de la Maison-Blanche, mais on l'a vu également même avec les GAFAM et les grands géants du numérique états-uniens, soit avec Google, soit avec Amazon, soit avec Microsoft. Et on a vu même, aujourd'hui maintenant, même si l'on consulte l'une des maps et des cartes de ces géants avec une adresse IP hors du Maroc, ben on voit l'intégralité du royaume de Tanja Al-Gouirad mis en place. Avant, ce n'était pas le cas. C'était avec une adresse IP marocaine, on voit que le Maroc est intégral, mais avec une adresse IP étrangère, on voyait bien qu'il y avait ces petits pointillés qui séparaient le Sahara du Maroc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, lorsque les GAFAM, à mon avis, et l'administration américaine et l'équipe des États-Unis à l'ONU et d'autres officiels américains dans d'autres pays, et on l'a vu récemment avec le responsable diplomatique américain en Algérie, c'est-à-dire maintenant, ce n'est plus la Maison-Blanche, mais c'est l'establishment, c'est-à-dire, comme on dit, l'État américain, officieux et officiel, qui est aujourd'hui inscrit pleinement dans cette position historique, et je pense qu'il va rester immuable pour la marocanité du Sahara. Donc oui, c'est un accord, à mon avis, historique. Si on l'analyse de plusieurs facettes, il montre que le Maroc a ouvert un nouveau chapitre, que le Maroc avance clairement dans l'accélération du processus de l'adoption générale, et lorsque je dis générale, c'est-à-dire bientôt au sein du Conseil de sécurité, de sa solution, de sa résolution, qui est celui du plan d'autonomie pour les provinces du Sahara sous la souveraineté marocaine. Est-ce que cet accord tripartite et surtout la reprise des relations avec Israël renforcera la position du Maroc sur la scène internationale pour aboutir à une solution à deux États, Israël et Palestine? Je pense qu'on en est déjà là et que le Maroc, à travers cet accord historique et la reprise des relations diplomatiques avec Israël et ce renouveau diplomatique, je pense que le Maroc est l'un des rares pays au monde, ce n'est pas le seul, mais j'en sais rien, qui jouit à la fois de la confiance de l'autorité palestinienne, mais également de la confiance du gouvernement israélien. Attention, le Maroc est un pays qui peut abriter les pourparlers et des rounds de négociation et de paix pour valider la solution des deux États. Le Maroc, comme on l'a fait avec les parties prenantes libyennes, avec l'accord d'Osreirat et l'accord de Bosnera, on peut assister également à l'accord de l'Ayoun, l'accord de Dakhla, entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Attention. Et je pense que des délégations officielles de plus haut niveau des deux pays peuvent se réunir dans un terrain neutre, cordial, aimable et amical, que les deux parties apprécient. Et je pense aujourd'hui que le Maroc est le seul pays qui jouit de cette confiance mutuelle et de ce respect mutuel des deux autorités et des deux gouvernements. Donc oui, le Maroc va être l'un des acteurs, peut-être le seul acteur régional qui peut faire avancer le processus de paix entre Israël et Palestine. Donc attention, ce nouveau accord tripartite fait que le Maroc automatiquement est devenu un pionnier dans l'opération de paix potentielle. On l'espère très prochainement. On aimerait voir un État palestinien à côté d'un État israélien, tous les deux vivant en paix, avec des frontières délimitées et claires, avec un respect mutuel, avec des investissements israéliens en Palestine, avec une continuité de l'effort de développement d'un État palestinien indépendant et fort. Les Palestiniens, je pense comme on dit en arabe, il est temps franchement pour que ce peuple ait sa propre terre, son propre gouvernement, sa propre monnaie, son propre passeport, le minimum de souveraineté possible afin de pouvoir démarrer son développement.
C'est un conflit qui a trop duré. Et à mon avis, je pense que le Maroc est maintenant bien positionné sur la scène pour pouvoir acheminer les deux parties vers un accord de paix. On arrive pratiquement à la fin de cette entrevue. Ayman, quels sont pour toi les faits marquants qui ont caractérisé l'année 2020 au Maroc et de par le monde? Les images, à mon avis, les images phares 2020 avaient démarré avec je dirais, les gigantesques incendies en Australie. Ça, c'était l'une des images marquantes, à mon avis, de début de 2020. Et ensuite, le Covid est venu. Le fait de voir le monde mis en stand-by durant à peu près 2 à 3 mois de confinement un peu partout dans le monde, où notre effort individuel pour soutenir un système de santé à la limite du crash, le maximum qu'on pouvait faire à un certain moment, c'était de sortir et jeter un coup d'œil de nos balcons et applaudir, ou bien les fameux jeux de casseroles et des cuillères en bois, l'effort des agents d'autorité. Pour moi, c'était une image forte de solidarité, mais également une image forte d'impuissance devant ce virus. Le max qu'on pouvait faire, c'était d'applaudir et rien d'autre. On pouvait rien faire. On devait rester chez nous pour aplatir la fameuse phrase du premier semestre 2020, aplatir la courbe. C'était le mot qui revenait tout le temps. Flat the curve. L'image également de la reprise d'activité, l'image magnifique des premiers restaurants et des premiers cafés qui ouvraient après un confinement général. Les images également qui m'ont marqué, c'était, je dirais, comment je l'appelle, je dirais en dérija, mais qsohiyat al-ras et de certains chefs d'État. Je me rappelle de l'image de Javier Bolsonaro, le président brésilien, mais également le président mexicain et le président américain, aussi l'ex-président Trump, qui se baladait sans masque, qui demandait aux citoyens de sortir, protester contre le confinement et le lockdown. Et ça, c'était des erreurs politiques extraordinaires, d'ailleurs, qui ont coûté plus cher à ces pays respectifs. Et au niveau national, je dirais que la dernière pluviométrie, c'est un regain de confiance également. Aujourd'hui, même hier, j'ai pris la route entre Bosnierka et Khouribga. Franchement, la verdure, les tapis verts, une campagne agricole qui s'annoncerait extraordinaire. Même voir la verdure et voir son pays revêtu de vert, ça fait du plaisir à voir. Donc, vivement une année 2021 moins catastrophique d'un point de vue sanitaire, plus accélérée en termes de vaccination et de protection des personnes à risque, et une reprise de l'activité économique en général pour récupérer un peu les plumes qu'on a laissées derrière nous en 2020. Merci pour ces vœux, cher Ayman. De ma part, je te souhaite une excellente année 2021 et à tous ceux qui nous regardent. Et je crois que nous allons conclure sur ces vœux et à très bientôt. À très bientôt et merci Brahim de l'invitation. Merci beaucoup. Shukran et bon courage pour le reste de Expert Talk.